Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, je vais vous présenter certains travaux que j'ai réalisés au cours de ma thèse. C'est des travaux qui portent sur la question de la phylosymbiose. Donc, c'est une thèse que j'ai réalisée sous la direction d'Hélène Morland, Marc-André Selos et Florent Martos, entre Libens et Lisièbe. Donc, ma présentation va durer à peu près 45 minutes. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions au cours de la présentation, à les poser, parce que ça rendra la présentation un peu plus dynamique. Donc, on sait maintenant depuis de nombreuses années que les organismes animaux et végétaux sont colonisés par d'importantes communautés microbiennes qu'on appelle le microbiote. Et c'est notamment le cas pour l'organisme animal au sein de son intestin, où on va avoir un microbiote bactérien important. Et chez les plantes, c'est au niveau des racines qu'on va avoir des interactions avec des champignons qui vont former un organe mixte qu'on appelle la mycorhize. Et on va avoir ces communautés microbiennes qui vont jouer des rôles assez importants dans le fonctionnement de ces organismes animaux et végétaux. C'est notamment le cas chez les animaux où les bactéries présentes dans l'intestin vont contribuer à la digestion des aliments, mais aussi à la protection des organismes animaux et à leur développement. Et de manière similaire, chez les plantes, les champignons mycorhiziens vont être impliqués dans des échanges nutritifs qui ont lieu au niveau de la mycorhize, où on va avoir de la matière organique qui est produite par la plante par la photosynthèse, qui va être échangée contre de la matière minérale qui est amassée par les champignons dans le sol. Et de la même manière, on va avoir ces champignons mycorhiziens qui vont aussi contribuer à la protection et au développement de ces organismes végétaux. Donc si ces microbes, bactéries, champignons qui sont associés aux animaux et aux végétaux jouent autant de rôles dans le fonctionnement de ces organismes, il en va de se poser la question de l'évolution de ces interactions au cours du temps. Et notamment, on peut tout d'abord s'intéresser à l'évolution des microbiotes sur des échelles de temps courtes. Donc, par exemple, comment est-ce que le microbiote s'assemble de génération d'hôtes en génération d'hôtes. Donc, à partir de la composition du microbiote à la génération parentale, on peut s'intéresser à la composition du microbiote à la nouvelle génération. Et différents mécanismes peuvent avoir lieu. Notamment, on peut avoir de la transmission verticale, donc directe, de certains microbes de la génération parentale à la nouvelle génération, ou alors des transmissions depuis d'autres hôtes qui sont présents à proximité, et par contact, on peut avoir de la transmission horizontale qui a lieu, et donc l'acquisition d'un nouveau microbe à l'intérieur du microbiote de la nouvelle génération. Et à l'inverse, on peut avoir des microbes qui sont présents de manière libre dans l'environnement, et ces microbes vont être acquis depuis l'environnement durant la vie de la nouvelle génération de l'hôte, et dans ce cas-là, on va parler d'acquisition environnementale. Donc on a différents mécanismes sur des échelles de temps courtes qui peuvent expliquer l'assemblage des communautés microbiennes, des microbiotes. Et sur des échelles de temps plus longues, on va pouvoir comparer la composition des microbiotes d'espèces différentes, notamment la composition du microbiote de différentes espèces de mammifères, oiseaux, amphibiens, etc. Et on s'aperçoit, donc ici en représentant la composition relative du microbiote donc à l'échelle des différents phyla bactériens, on s'aperçoit que des espèces de mammifères ont tendance à avoir des microbiotes plus similaires entre eux que des espèces d'oiseaux ou des espèces d'amphibiens, de poissons, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle un patron de phylosymbiose. C'est le fait que des espèces d'hôtes phylogénétiquement proches ont tendance à avoir des microbiotes qui sont plus similaires. Et ce patron de phylosymbiose, il est très fréquent dans le microbiote intestinal des animaux. Mais il est aussi présent chez les plantes, et notamment au niveau des mycorhizes. On sait que différentes plantes ont tendance à avoir différentes mycorhizes, avec notamment la mycorhize la plus représentée, c'est l'endomycorhize à arbuscule, mais on a aussi des ectomycorhizes, on a des mycorhizes d'orchidées, etc. Et on a aussi un signal, une phylosymbiose, un signal phylogénétique dans ces compositions de microbiote, avec à chaque fois des champignons différents qui vont être impliqués dans ces interactions hôte-microbiote. Donc finalement, le patron de phylosymbiose est très fréquent à la fois chez les animaux et chez les plantes. Et donc la question qu'on va se poser, c'est quels sont les processus qui peuvent générer une telle phylosymbiose. Et donc différents processus ont été proposés pour expliquer la phylosymbiose. Et le premier processus qui a été proposé, c'est le processus de transmission. Donc ici, on représente la phylogénie, l'histoire évolutive des hôtes, avec différentes espèces. Et si jamais on suppose qu'une partie des microbes du microbiote sont transmises verticalement à chaque génération, donc on a une transmission le long des lignées d'hôtes au cours du temps des différents microbes qui sont présents dans le microbiote, et si ces microbes sont ensuite hérités aussi aux événements de spéciation des hôtes, dans ce cas-là, l'histoire évolutive des microbes qui sont transmis verticalement va être identique à l'histoire évolutive des hôtes. Et donc on voit bien ici que des espèces phylogénétiquement proches d'hôtes vont avoir tendance à interagir avec les mêmes
microbes, et donc on va avoir un patron de phylosymbiose qui va émerger. Et donc, dans ce cas-là, il est important de noter qu'on va avoir ce qu'on appelle un patron de cophylogénie entre la phylogénie des hôtes et la phylogénie des microbes qui sont transmis verticalement. Donc, patron de cophylogénie lorsque l'on a de la transmission. Et à l'inverse, on peut avoir d'autres processus qui vont pouvoir expliquer la phylosymbiose sans qu'il y ait de transmission verticale. Donc on a uniquement de l'acquisition environnementale des microbes, et par exemple, si on a un filtre écologique qui est opéré par l'hôte, on peut avoir de la phylosymbiose. Donc, par exemple, si on a différents microbes dans l'environnement, mais que uniquement certains microbes vont être capables de coloniser le microbiote, par exemple à cause de traits de filtres qui vont être opérés par l'hôte. Alors on peut penser à des traits physiologiques chez l'hôte ou aussi par exemple chez les animaux au régime alimentaire. Dans ce cas-là, si jamais ces filtres sont conservés phylogénétiquement chez l'hôte, dans ce cas-là, uniquement avec des processus d'acquisition environnementale, on va avoir de la phylosymbiose qui va émerger. Il y a un autre processus qui a été proposé, c'est uniquement l'hétérogénéité géographique. Donc, par exemple, ici, on a 3 îles sur l'archipel d'Hawaï, et si on suppose qu'on a des réservoirs de microbes différents dans l'environnement de chacune de ces îles, et si en plus on a une structure phylogénétique chez les différentes espèces d'hôtes liées à ces différentes îles sur cet archipel, dans ce cas-là, si on a uniquement des mécanismes d'acquisition environnementale, on va aussi avoir de la phylosymbiose qui va émerger, donc sans aucune transmission microbienne donc sur le long terme. Donc, pour résumer, on a 3 différents processus qui vont pouvoir générer de la phylosymbiose, et notamment dans le cas de la transmission verticale, c'est le seul processus où on va s'attendre en général à avoir de la cophylogénie, c'est-à-dire les histoires évolutives individuelles des microbes qui sont transmis verticalement, qui vont être identiques ou très similaires à l'histoire évolutive des hôtes. Donc, la mesure du patron de cophylogénie va nous permettre de déterminer si oui ou non on a un processus de transmission verticale qui va pouvoir générer de la phylosymbiose. Mais la première étape, si jamais on s'intéresse à l'évolution des microbiotes, c'est tout d'abord de caractériser leur composition. Et depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, on utilise la technique de métabarcoding pour caractériser l'évolution, pour caractériser la composition des microbiotes. Donc l'idée, c'est à partir de l'ADN microbien qu'on va extraire au niveau de l'intestin des animaux, par exemple, ou des racines des plantes. À partir de cet ADN microbien, on va spécifiquement se focaliser sur un seul gène, une seule région génétique. Donc, par exemple, pour les bactéries, on va pouvoir s'intéresser au gène de l'ARN ribosomal 16S, ou pour les champignons, au gène de l'ARN ribosomal 18S, ou à la région ITS. Et on va amplifier spécifiquement ce marqueur génétique par PCR, on va séquencer, on va obtenir une grande quantité de séquences d'ADN qui correspond à ce gène-là, et on va regrouper ces séquences d'ADN par similarité dans ce qu'on appelle des unités taxonomiques opérationnelles, ou OTU. Donc, par exemple, on va regrouper au sein du même OTU toutes les séquences qui sont similaires à plus de 97%. Et l'idée, c'est que ces OTU vont être des proxys pour des espèces microbiennes. Et en comparant les séquences représentatives de ces OTU à des bases de données, on va pouvoir identifier les espèces qui sont présentes au sein du microbiote. Donc, en utilisant la technique de métabarcoding, on va avoir la liste des OTU, des espèces microbiennes qui vont être présentes au sein du microbiote et leur abondance. Sauf que c'est assez facile de faire ça pour différentes espèces. Donc on va avoir par exemple l'arbre phylogénétique des hôtes, et pour chaque espèce, on va pouvoir caractériser par métabarcoding la composition de son microbiote. Sauf qu'il y a des limites qui sont associées à ces techniques de métabarcoding qui vont nous être un petit peu un problème lorsqu'on va s'intéresser aux questions d'évolution des microbiotes. Et tout d'abord, la première limite, c'est le fait que nos codes barres qu'on a, nos marqueurs génétiques, sont relativement courts, ce qui veut dire qu'on a peu d'informations pour inférer l'histoire évolutive des microbes avec ces séquences génétiques-là. De plus, on a une délimitation d'espèces qui est arbitraire, donc en OTU avec par exemple ce seuil de 97%. Et une dernière limite, c'est le fait qu'en utilisant la technique de métabarcoding, on va uniquement avoir accès aux abondances relatives, on ne va pas avoir accès aux abondances absolues de ces microbes. Donc, durant ma présentation, on va évoquer ces 3 principaux points et voir à quel point ça va pouvoir nous limiter et limiter nos analyses par moment. Et donc, une fois qu'on a caractérisé par métabarcoding la composition du microbiote de différentes espèces, on peut tout d'abord décrire des patrons d'évolution de ces microbiotes, et ensuite aller un peu plus loin et étudier les processus qui peuvent générer de tels patrons. Donc, c'est ce que je vais évoquer au cours de cette présentation, où durant la première partie, on va étudier les différentes façons d'évaluer le patron de phylosymbiose dans les microbiotes.
Ensuite, on va se focaliser sur le processus de transmission verticale et on va voir comment est-ce qu'on peut détecter des microbes qui sont transmis verticalement au sein des microbiotes et qui peuvent générer de la phylosymbiose. Et pour terminer, je vais présenter un nouveau modèle que nous sommes en train de développer qui permet de mieux appréhender l'évolution complète, intégrée des microbiotes. Donc, dans la première partie, on s'intéresse à comment mesurer la phylosymbiose, donc comment mesurer est-ce que des espèces phylogénétiquement proches ont tendance à avoir des microbiotes similaires. Et pour faire ça, différentes méthodes ont été proposées, qui existent depuis assez longtemps maintenant, sauf que parfois, en utilisant ces différentes méthodes, on va obtenir des résultats différents. Donc on aimerait savoir quelle est la meilleure méthode à utiliser et quelles sont les performances statistiques de ces différentes méthodes pour mesurer de la phylosymbiose. Donc les données qu'on a à disposition, ça va être un réseau d'interaction. Donc un réseau d'interaction, c'est une matrice avec en colonne les différentes espèces d'hôtes, par exemple les différentes espèces de plantes, et en ligne les différentes espèces microbiennes, les différents OTU microbiens. Et dans chaque élément de cette matrice, on va avoir la présence ou non d'une interaction. Donc est-ce que l'OTU est présent dans le microbiote de telle espèce de plante? Et on peut même avoir l'information sur l'abondance relative de la présence de l'OTU. Donc, à partir de cette information, on veut mesurer la phylosymbiose. Donc, une première technique qui a été proposée pour mesurer la phylosymbiose, c'est le test de Mantel, qui est une mesure du signal phylogénétique dans les interactions. Donc, l'idée du test de Mantel, c'est simplement de mesurer une corrélation. Une corrélation entre distance phylogénétique et dissimilarité de partenaires. Donc, on va calculer pour chaque paire d'espèces la distance phylogénétique, chaque paire d'espèces d'hôtes, et pour chaque paire d'espèces d'hôtes aussi, on va regarder est-ce que les partenaires sont similaires ou pas. Donc on va faire ça pour chaque paire d'espèces d'hôtes et des deux côtés, pour les deux types de distances, et on va mesurer la corrélation qu'il existe, s'il existe une corrélation ou non entre ces deux distances. Et afin d'évaluer la significativité de cette corrélation, de ce coefficient de corrélation, on va réaliser des permutations. Donc on va permuter une matrice de distance aléatoirement. Ça va nous permettre de voir est-ce que la phylosymbiose, mesurée par ce coefficient de corrélation, est significative ou non. Donc ça, c'est le test de Mantel, juste une mesure de corrélation assez simple qui repose sur peu d'hypothèses. Il y a à l'inverse une autre méthode qui a été proposée il y a plus de 15 ans par Yves et Godfrey, c'est l'approche PBLM, qui elle est une approche qui est basée sur un modèle et qui est beaucoup plus complexe. Donc cette approche fait l'hypothèse que la force d'interaction entre une espèce d'hôte donnée et un OTU donné est proportionnelle au produit de traits qui évoluent selon des processus très particuliers d'évolution, avec des paramètres de ces processus qui sont interprétés comme des mesures de phylosymbiose. Donc c'est très pointu comme modèle, avec des hypothèses très spécifiques de comment est-ce que les microbiotes évoluent. Et donc le problème, c'est que parfois, à la fois le test de Mantel et le PBLM vont donner des résultats différents, et on aimerait savoir est-ce que c'est lié à ces hypothèses qui sont différentes et plus ou moins fortes, ou quand c'est différent, est-ce qu'on devrait mieux plus faire confiance au test de Mantel ou à l'approche PBLM? Donc pour tester ces approches, on a réalisé des simulations. Donc on a simulé des microbiotes, l'évolution de microbiotes, des réseaux d'interaction avec ou sans phylosymbiose. Donc les réseaux d'interaction avec de la phylosymbiose, ça nous permet d'évaluer le pouvoir statistique de ces méthodes, à savoir leur pourcentage de vrais positifs. Et à l'inverse, les réseaux d'interaction sans phylosymbiose nous permettent de mesurer l'erreur de type 1 de nos modèles, à savoir le pourcentage de faux positifs qu'on va obtenir. Donc pour chaque réseau simulé, on va attendre ou on ne va pas attendre de la phylosymbiose. Et à chaque fois, on va utiliser soit le test de Mantel, soit l'approche PBLM pour tester la présence de phylosymbiose. Donc en vert, on représente les réseaux pour lesquels on va détecter de la phylosymbiose de manière significative. Et on voit que, tout d'abord avec le test de Mantel, lorsque l'on atteint de la phylosymbiose, dans presque 50% des cas, on va détecter de la phylosymbiose significative. Ce qui veut dire qu'on a un pouvoir statistique qui est relativement correct. Et à l'inverse, toujours avec le test de Mantel, lorsque l'on n'attend pas de phylosymbiose, donc dans la grande majorité des cas, dans plus de 95% des cas, on ne va pas détecter de la phylosymbiose ici en jaune. Ce qui veut dire qu'on a très peu de faux positifs avec cette approche, et donc on a une erreur de type 1 qui est faible. Donc finalement, le test de Mantel marche relativement bien pour mesurer la phylosymbiose. Et à l'inverse, dans le cas du modèle PBLM, on s'aperçoit que
lorsque l'on attend ou que l'on n'attende pas de la phylosymbiose dans nos réseaux, dans la grande majorité des cas, dans plus de 75% des cas, on va détecter de la phylosymbiose. Ce qui veut dire qu'on a énormément de faux positifs avec cette approche, et donc que cette approche n'est pas correcte pour mesurer de la phylosymbiose, et probablement parce qu'elle repose sur des hypothèses beaucoup trop fortes qui sont peu valables dans le cas général de l'évolution des microbiotes. Donc, pour conclure sur cette partie, on a proposé des recommandations sur comment mesurer la phylosymbiose de manière robuste avec les tests de Mantel. Et on a appliqué ces recommandations sur le réseau d'interaction, sur les microbiotes racinaires d'orchidées sur l'île de la Réunion, et notamment donc, regarder est-ce qu'il y a de la phylosymbiose entre ces orchidées et leurs champignons mycorhiziens. Et on a démontré ici que la phylosymbiose était présente uniquement dans un clade bien particulier d'orchidées épiphytes, les Angraecinées. Donc maintenant, on sait comment détecter, mesurer le patron de phylosymbiose dans les microbiotes. Au cours de la seconde partie, on va s'intéresser aux processus qui peuvent générer une telle phylosymbiose, et notamment au cas de la transmission verticale. Donc notre objectif, c'est d'identifier les microbes qui sont transmis verticalement au sein des microbiotes. Donc ici, par exemple, on va considérer l'évolution des primates, avec pour chaque espèce de primate la caractérisation par métabarcoding du microbiote. Et pour chaque OTU, pour chaque espèce microbienne, on va se poser la question, est-ce que cet OTU a été transmis verticalement au cours de l'évolution des primates? Donc, par exemple, ici, l'OTU numéro 1. Et pour rappel, on a vu que différents processus peuvent générer de la phylosymbiose et que la transmission verticale était le seul à générer un patron cophylogénétique. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que la phylogénie de l'OTU et la phylogénie des hôtes soient similaires sous l'hypothèse de transmission verticale. Et donc, pour identifier cette présence de transmission verticale, il nous suffit juste, dans un premier temps, de sélectionner une séquence représentative par espèce d'hôte pour cet OTU. Donc, par exemple, pour l'OTU1, on va représenter au sein des gorilles, on va récupérer la séquence majoritaire qui va représenter cet OTU au sein de cette espèce. Et on peut faire la même chose pour chaque espèce de primate. Donc ici, on va vraiment exploiter la variation de l'ADN au sein d'un OTU, au sein d'une espèce microbienne. Donc la différenciation microbienne au sein de l'espèce, au sein de l'OTU donné. Et donc toutes les approches cophylogénétiques qui existent déjà, elles reposent sur la reconstruction au préalable de l'arbre phylogénétique de l'OTU. Donc à partir de la séquence d'ADN représentative par espèce d'hôte, on va reconstruire la phylogénie de l'OTU, et ces approches cophylogénétiques vont regarder est-ce que l'arbre phylogénétique de l'OTU1 est plus ou moins similaire à l'arbre phylogénétique des hôtes. Sauf que donc, toutes ces méthodes reposent sur cette reconstruction au préalable, sauf qu'avec des données de métabarcoding, on a relativement peu de variations, peu d'informations au sein de ces séquences d'ADN, ce qui fait qu'on ne peut pas reconstruire de manière robuste la phylogénie de l'OTU1. Donc, dans le cas de données de métabarcoding, ces approches cophylogénétiques ne sont pas vraiment directement applicables dans de nombreux cas. Et donc, pour faire face à ce problème, on a développé une nouvelle méthode qui permet d'étudier la transmission verticale au sein des microbiotes pour un certain OTU, sans avoir à, au préalable, reconstruire la phylogénie des OTU. Et au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement modéliser l'évolution des séquences d'ADN de l'OTU sur la phylogénie des hôtes. Donc il nous suffit juste de considérer un modèle d'évolution de l'ADN, et on va pouvoir calculer très facilement, sachant notre modèle d'évolution, la vraisemblance de notre modèle, à savoir la probabilité d'observer cet alignement bactérien, cet alignement d'ADN pour l'OTU, sachant notre modèle d'évolution. Donc, par exemple, on peut considérer un modèle très simple au départ, un modèle de transmission verticale stricte, où l'évolution des séquences d'ADN de l'OTU s'est directement déroulée sur la phylogénie des hôtes, uniquement de la transmission verticale, et sachant ce modèle-là, on peut calculer la vraisemblance associée à ce scénario de transmission verticale stricte. Ou alors, on peut relâcher l'hypothèse de transmission verticale stricte et incorporer des transferts horizontaux au sein de la phylogénie des hôtes. Donc, par exemple, ici, on fait l'hypothèse qu'il y a eu un transfert horizontal entre la lignée humaine et la lignée des gorilles. Dans ce cas-là, si on a un transfert horizontal de l'OTU entre ces deux branches, l'histoire évolutive de l'OTU va être un petit peu légèrement différente de l'histoire évolutive des primates. Et toujours dans ce cas, donc dans ce scénario de transmission verticale avec un transfert horizontal, on va pouvoir calculer la vraisemblance associée à ce modèle.
Et donc, par technique d'inférence par maximum de vraisemblance, on va pouvoir estimer les paramètres de notre modèle, à savoir le taux de mutation de l'ADN bactérien et le nombre de transferts horizontaux qui s'est déroulé sur la phylogénie des primates pour un ETU donné. Et donc, on a estimé ces paramètres pour ce scénario de transmission, et on veut savoir est-ce que ce scénario de transmission est plus probable qu'un scénario d'évolution indépendante. Donc pour ça, il nous suffit juste de permuter notre jeu de données et de faire tourner encore nos inférences avec un jeu de données permuté. Et donc ça va nous permettre de générer une hypothèse nulle d'évolution indépendante, et on peut comparer nos estimations au départ avec les estimations réalisées sous cette hypothèse nulle d'évolution indépendante. Et grosso modo, ça nous permet de dire est-ce que l'ETU est transmis verticalement, s'il rejette l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, et s'il ne rejette pas l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, on en déduit que cet ETU est visiblement acquis depuis l'environnement. Donc, on a appliqué notre modèle sur le microbiote intestinal des primates. On a récupéré des données qui ont été générées à partir du gène de l'ARN ribosomal 16S chez ces bactéries. On a clusterisé ces séquences avec différents seuils de similarité pour prendre en compte l'incertitude sur la délimitation d'espèces dans ces bactéries. Et pour chaque ETU, on a fait tourner notre modèle pour voir si oui ou non on avait une transmission verticale pour cet ETU. Donc ici, on va représenter le pourcentage d'ETU qui rejette l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, c'est-à-dire le pourcentage d'ETU qui sont transmis verticalement, en fonction des différents clusterings qu'on réalise. Et là, on s'aperçoit dans ce cas-là qu'entre 10 et 15% des ETU chez les primates sont transmis verticalement. C'est-à-dire qu'on a une transmission verticale qui est assez fréquente, assez forte chez les primates au sein du microbiote intestinal, et donc que la transmission bactérienne chez les grands singes peut expliquer le patron de phylosymbiose qu'on observe chez les primates. Et plus particulièrement, maintenant qu'on a identifié les bactéries qui sont transmises, on peut regarder que font ces bactéries au sein de l'être humain, par exemple. Notamment, c'est le cas de cette bactérie, Roseburia intestinalis, qu'on détecte comme étant une bactérie transmise chez les primates. Et chez l'être humain, on sait que c'est une bactérie qui va avoir des propriétés fibrolytiques, donc qui va pouvoir digérer les fibres végétales qui proviennent de notre alimentation. Donc, on a regardé la prévalence de cette bactérie chez différents sujets, chez différents êtres humains, qui présentaient différentes pathologies, donc soit des individus sains, soit des individus qui présentaient des pathologies. Et on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation significative entre la présence de cette bactérie et entre l'absence de cette bactérie et certaines maladies, notamment des inflammations intestinales. On s'aperçoit en effet que par rapport au sujet sain, en orange, on va avoir une diminution de la prévalence de ces bactéries, notamment dans le cas d'inflammations intestinales qui sont liées à nos modes de vie modernes, industrialisés. Donc on a des corrélations fortes entre santé humaine et ces bactéries qui sont transmises. Donc si on revient sur la question de la phylosymbiose, on s'est demandé est-ce que la transmission bactérienne pouvait expliquer la phylosymbiose de manière plus générale dans d'autres lignées, et notamment par exemple chez des lignées d'invertébrés, chez des araignées. Et on a pris pour ça le cas des araignées Ariadnes sur l'archipel d'Hawaï, pour lesquelles un patron de phylosymbiose très fort a été démontré, où on a différentes espèces d'araignées sur chaque île de l'archipel, et où donc on a un patron de phylosymbiose entre ces différentes espèces. Donc on a récupéré les données du microbiote intestinal de ces araignées, et pour chaque OTU présent dans ces araignées, on a fait tourner notre modèle, et on représente ici le pourcentage d'ETU qui rejette l'hypothèse nulle d'évolution indépendante, donc le pourcentage d'ETU qui sont transmis verticalement. Et ici, on peut voir qu'on a très peu de preuves de transmission verticale chez ces araignées. Ce qui veut dire que la phylosymbiose au sein du microbiote de ces araignées ne peut pas être expliquée par de la transmission verticale de leurs bactéries. Et donc, on a d'autres processus qui visiblement expliquent la phylosymbiose, comme par exemple de l'hétérogénéité géographique, le fait qu'on a différents réservoirs de microbes au sein des différentes îles de l'archipel d'Hawaï. Donc, pour conclure sur cette seconde partie, on a développé un modèle qui permet efficacement de détecter les microbes qui sont transmis verticalement au sein des microbiotes et qui peuvent générer ou non de la phylosymbiose. On a démontré que dans le cas des primates, plus de 5% des bactéries intestinales ont été transmises verticalement au cours de l'évolution des primates et qu'on a des corrélations fortes entre santé humaine et bactéries transmises. Et on a aussi démontré l'hétérogénéité de ces dynamiques de transmission bactérienne entre différentes lignées animales.
Et donc pour terminer avec cette présentation, au sein de ma troisième partie, j'aimerais vous présenter les résultats qu'on a obtenus sur un modèle qu'on est en train de développer, qui propose de modéliser de manière un peu plus intégrée, de manière plus complète, l'évolution des microbiotes. Parce que jusqu'à présent, quand je parlais de processus, j'ai parlé uniquement de transmission verticale et on considérait chaque OTU séparément. Là, l'objectif, ça va être de considérer le microbiote dans son ensemble, c'est-à-dire, par exemple, ici, on va en même temps changer d'échelle, donc on va s'intéresser à tous les mammifères, et lorsqu'on va parler de composition du microbiote, on va se placer, par exemple, ici, à l'échelle des phyla bactériens, où on va regarder l'abondance relative des différents phyla bactériens présents dans le microbiote. Et plus particulièrement dans ce cas, donc les questions qui vont nous intéresser dans cette partie, ça va être notamment d'étudier l'impact de l'évolution des hôtes sur l'évolution des microbiotes, et notamment de tester à ce que certains traits, comme par exemple chez les mammifères le régime alimentaire, vont pouvoir influencer l'évolution des microbiotes. Donc c'est notamment une mesure un peu plus quantitative de la phylosymbiose. Mais aussi, on va vouloir prendre en compte le fait qu'on a des écosystèmes microbiens, que ces microbiotes sont des écosystèmes microbiens, et donc on s'attend à ce qu'il y ait des interactions entre les microbes au sein du microbiote. Notamment, on s'attend à ce que certains microbes aient des interactions de compétition. Donc, par exemple, on va s'attendre à dans ce cas-là, à des évolutions d'abondance de manière négativement corrélée, ou alors que certains microbes s'associent avec des interactions plutôt mutualistes. Et dans ce cas-là, on s'attend à ce qu'il y ait une corrélation positive entre les abondances de ces microbes. Et pourquoi pas, sachant qu'on aurait une mesure quantitative de l'impact de l'évolution des hôtes sur l'impact sur l'évolution des microbiotes, et qu'on aurait une manière de mesurer les interactions entre les microbes, on pourrait aussi mesurer la composition, inférer la composition ancestrale des microbiotes, par exemple au niveau de l'ancêtre des mammifères. Et donc, pour faire ça, on a utilisé un modèle assez classique en macroévolution, en évolution phénotypique. Il s'agit du mouvement brownien. On a fait l'hypothèse que les abondances absolues des principaux taxa du microbiote, donc par exemple des 5 principaux phyla ici du microbiote intestinal des mammifères, évoluent selon un mouvement brownien. Donc, le mouvement brownien, c'est un mouvement assez simple, qui repose sur peu d'hypothèses et assez général en évolution. Donc, plus particulièrement, on va considérer que l'abondance d'un certain phylum bactérien, ici le marron, va être conservée au cours de l'évolution des mammifères, transmis au niveau des événements de spéciation, et le long des branches va évoluer en fonction d'une variance qui lui est proche, qui lui est propre. Donc, il y a une variance qui est propre à chaque phylum bactérien. Et de plus, on va considérer des interactions entre les différents phyla bactériens, et ces interactions vont être modélisées via cette matrice de variance-covariance. Et donc, c'est notamment via les termes de covariance qu'on va décrire ces interactions, avec des covariances positives, ici en bleu, par exemple entre la bactérie marron et la bactérie jaune, qui va décrire des interactions plutôt mutualistes entre ces deux bactéries. Et à l'inverse, des termes de covariance négative entre la bactérie rose et la bactérie verte, qui vont plutôt décrire des interactions de type compétition, avec l'idée que si l'abondance de la bactérie rose augmente, dans ce cas-là, l'abondance de la bactérie verte va avoir tendance à diminuer. Donc, avec ce mouvement brownien, on n'a finalement que deux ensembles de paramètres. On a cette matrice de variance-covariance qui va décrire les interactions entre les différents phyla bactériens, et on va avoir ce vecteur x0 qui va décrire les abondances ancestrales de ces différentes bactéries à l'origine des mammifères. Et donc, si jamais on avait accès aux abondances absolues des différents phyla bactériens au sein du microbiote, on pourrait très simplement calculer la vraisemblance de notre modèle et estimer les paramètres par maximum de vraisemblance. Sauf que lorsqu'on utilise du métabarcoding, on n'a pas accès aux abondances absolues, mais uniquement aux abondances relatives. Ce qui fait qu'on perd de l'information, parce que lorsqu'on a accès uniquement aux abondances relatives, on a moins d'informations que par rapport aux abondances absolues. Ce qui fait que ça ne va pas être aussi facile d'inférer nos paramètres et de calculer la vraisemblance. Et donc, on a été obligé de développer une nouvelle technique d'inférence, et notamment d'utiliser des variables latentes dans notre modèle qui vont nous permettre quand même d'estimer nos paramètres via une inférence bayésienne. Et notamment, on va être capable d'estimer, grâce à cette inférence, les abondances ancestrales relatives à l'origine des mammifères, par exemple, et toujours cette matrice de variance-covariance qui vont décrire les interactions entre bactéries.
Alors de plus, on sait qu'il y a beaucoup de variabilité dans la composition du microbiote et que visiblement, toute la variabilité au présent ne peut pas être expliquée à 100% par l'histoire évolutive des hôtes. Et donc, afin de relâcher cette hypothèse forte de mouvement brownien, on va utiliser une transformation du lambda de Pagel, qui est une transformation de l'arbre phylogénétique des hôtes. Et donc, en particulier, cette transformation va utiliser un paramètre lambda qui va entre 1 et 0. Donc, lorsque lambda est égal à 1, on a la phylogénie des hôtes qui reste inchangée, donc on a tout qui évolue directement sur la phylogénie des hôtes. Et lorsque lambda va diminuer, on va augmenter la longueur relative des branches terminales. Ce qui fait que lorsque lambda égale 0, par exemple, on a uniquement des branches terminales et on n'a plus du tout de l'histoire évolutive des hôtes, n'a plus aucun impact sur l'évolution des microbiotes. Finalement, tout se fait indépendamment de l'histoire évolutive des hôtes. Donc cette estimation du paramètre lambda entre 0 et 1 va être en quelque sorte une mesure quantitative de la phylosymbiose. Avec plus lambda est proche de 1, plus on va avoir une phylosymbiose qui va être forte, et plus lambda proche de 0, moins on va avoir une phylosymbiose importante, moins on va avoir un impact de l'histoire évolutive des hôtes sur l'évolution des microbiotes. Donc à partir de ce modèle, on l'a appliqué à plusieurs jeux de données empiriques, et notamment au microbiote intestinal des mammifères. Donc on a récupéré ce jeu de données avec plus de 200 espèces de mammifères pour lesquelles le microbiote intestinal a été caractérisé. Là, on s'est placé à l'échelle des phyla bactériens et on a fait tourner notre modèle. Donc ça, ce sont les résultats qu'on obtient avec notre modèle. Donc tout d'abord, on a une estimation de lambda, qui est une mesure de la phylosymbiose. On a un lambda ici de 0,83, proche de 1, ce qui veut dire que la phylosymbiose est très forte chez les mammifères, dans le microbiote intestinal des mammifères. Et ici, on a la reconstruction, l'estimation de la composition ancestrale du microbiote chez l'ancêtre des mammifères. Et on peut aussi estimer donc, à chaque nœud de la phylogénie des mammifères la composition ancestrale du microbiote. Notamment, là, on voit chez les chauves-souris que déjà à l'origine des chauves-souris, on avait une composition du microbiote qui était très différente de la composition du microbiote des autres espèces de mammifères. Et l'autre aspect de notre modèle, c'est que ça nous permet aussi de mesurer les interactions entre les différentes bactéries présentes. Et notamment, ici, on va détecter en couleur des covariances significatives, donc des interactions significatives entre certains phyla bactériens. Notamment, donc en rose, en rouge-rose, on va avoir des interactions de compétition, et en bleu, des interactions positives, mutualistes éventuellement, entre certaines bactéries. Et donc, une fois qu'on a mesuré cette phylosymbiose, on voulait savoir est-ce que certains traits qui sont propres aux mammifères pouvaient suffire à expliquer la phylosymbiose observée, notamment par exemple le régime alimentaire ou la biogéographie. Parce que, par exemple, pour le régime alimentaire, on sait que le régime alimentaire est phylogénétiquement conservé chez les mammifères. On sait que des espèces phylogénétiquement proches ont le même régime alimentaire. Donc on voulait savoir, est-ce que cette conservation du régime alimentaire était suffisante à expliquer la conservation du microbiote, c'est-à-dire la phylosymbiose. Et pour tester cela avec notre modèle, on a simplement réalisé des permutations, c'est-à-dire qu'on a permuté les microbiotes d'espèces ayant le même régime alimentaire. Et on a fait tourner notre modèle sur ces permutations, on a réalisé un certain nombre de permutations, et on a mesuré la phylosymbiose lorsque on conservait uniquement le régime alimentaire et pas le reste de l'histoire évolutive des mammifères. Donc on peut comparer notre mesure de phylosymbiose, donc notre paramètre lambda estimé, entre l'estimation originale en orange et en vert les estimations qu'on réalise sur notre jeu de données permuté où on conserve uniquement le régime alimentaire. Et on voit que lorsqu'on conserve uniquement le régime alimentaire, certes on a une phylosymbiose qui est assez élevée, ce qui veut dire que le régime alimentaire a une contribution significative sur la phylosymbiose. La conservation du régime alimentaire a un impact significatif sur la phylosymbiose, mais cette phylosymbiose est inférieure à celle qu'on mesure chez les mammifères sans permuter le jeu de données, ce qui veut dire que la conservation du régime alimentaire ne suffit pas à expliquer la phylosymbiose chez les mammifères. On peut faire la même chose pour la biogéographie en bleu, et de la même manière, cela ne suffit pas à expliquer la phylosymbiose. Donc pour conclure sur le microbiote des mammifères, on a fait aussi la même chose sur le microbiote des oiseaux, et on a obtenu des résultats similaires. Donc cela veut dire qu'on a une phylosymbiose qui est significative dans le microbiote des oiseaux et des mammifères,
mais que pour autant, la conservation du régime alimentaire et la conservation de la biogéographie de ces espèces ne suffit pas à elle seule à expliquer la phylosymbiose. Ce qui veut dire qu'on a d'autres facteurs, comme par exemple des facteurs physiologiques ou des facteurs immunologiques, qui vont expliquer la phylosymbiose dans le microbiote intestinal des mammifères et des oiseaux. De plus, on a pu inférer certaines interactions positives ou négatives entre certains microbes. Et j'en ai pas parlé, mais nos reconstructions ancestrales des microbiotes, donc à l'origine par exemple des mammifères, nous permet aussi de donner un certain aperçu de ce qu'aurait pu être le régime alimentaire de ces espèces ancestrales. Donc, maintenant qu'on sait qu'on a des phylosymbioses significatives dans les microbiotes intestinaux des mammifères et des oiseaux, on s'est posé la question, est-ce qu'on a aussi de la phylosymbiose aussi forte dans le microbiote racinaire des plantes? Donc, pour répondre à cette question, on a utilisé un jeu de données qu'on a généré sur l'île de la Réunion, où on a échantillonné 3 communautés différentes. On a échantillonné toutes les plantes qui étaient présentes dans ces communautés, et on a caractérisé leur microbiote racinaire en utilisant du métabarcoding, en se focalisant sur 2 gènes différents, le gène de l'ARN ribosomal 18S et la région ITS des champignons de ces plantes. Donc, c'est le genre de données qu'on a généré. Donc, on a la phylogénie des différentes espèces qu'on a échantillonnées. Et à chaque fois, on a caractérisé le microbiote racinaire fongique de ces plantes. Avec à chaque fois, donc on va reconnaître certains groupes de champignons qui correspondent à des champignons mycorhiziens. Mais on a aussi une grande diversité de champignons qui ne sont pas mycorhiziens, qui sont des champignons endophytes, des champignons saprotrophes, voire même des champignons pathogènes. Donc, on a vraiment ici toute la communauté fongique racinaire de ces plantes. Donc, à partir de ce jeu de données, on a fait tourner notre modèle pour mesurer la phylosymbiose chez les microbiotes racinaires de plantes. Et donc ici, on va s'intéresser notamment à l'estimation du paramètre lambda qui mesure la phylosymbiose. Et dans le cas où on s'intéresse aux communautés fongiques totales de ces plantes, à la fois avec le marqueur 18S ou le marqueur ITS, on s'aperçoit ici que les mesures de lambda sont très faibles, ce qui veut dire que la phylosymbiose est très faible, voire non significative, lorsqu'on s'intéresse aux microbiotes totaux fongiques de ces racines de plantes. Et si on s'intéresse uniquement aux champignons mycorhiziens, certes, on a une phylosymbiose qui est un peu plus élevée, ce qui veut dire qu'on a un conservatisme phylogénétique plus important des champignons mycorhiziens chez les plantes que lorsqu'on regarde tous les champignons. Mais dans tous les cas, au sein de ces microbiotes de plantes, on a des phylosymbioses, des phylosymbioses qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on va mesurer dans le microbiote intestinaux des mammifères et des oiseaux. Donc, chez les plantes, dans les microbiotes racinaires, on a une faible phylosymbiose. Et cette faible phylosymbiose chez les plantes, on peut notamment l'expliquer par le fort partage de champignons qu'on va retrouver dans les communautés locales. Donc là, ici, on a représenté les réseaux d'interaction entre les différentes espèces de plantes et les champignons endomycorhiziens gloméromycètes. Donc en gris, on a les champignons et en rond, on a différentes espèces de plantes. Et on s'aperçoit qu'on va avoir des réseaux très connectés avec des champignons qui vont simultanément interagir avec des espèces de plantes qui ont divergé il y a des centaines de millions d'années. C'est notamment le cas, par exemple, ici des lycopodes en bleu qui vont interagir avec les mêmes champignons que des plantes à fleurs, alors qu'il y a plus de 300 millions d'années d'évolution qui les séparent. Ce qui veut dire qu'on a au sein des communautés énormément de partage de champignons, un microbiote qui va être finalement homogénéisé au sein des communautés, ce qui va réduire la phylosymbiose qu'on va observer chez les microbiotes racinaires des plantes. Donc pour conclure, on a démontré que grâce au métabarcoding, on pouvait caractériser la composition du microbiote d'un grand nombre d'espèces animales ou végétales. Et à partir de ces données, on pouvait tout d'abord décrire les patrons. Et grâce à des nouveaux modèles, on pouvait maintenant aller un peu plus loin et étudier les processus qui étaient à l'origine de l'évolution des microbiotes. Et pour terminer, j'aimerais revenir sur cette comparaison qu'on fait souvent. On montre, en général, on fait ce parallèle entre les microbiotes intestinaux des animaux et les microbiotes racinaires des plantes. C'est ce que j'ai fait au départ dans mon introduction, car c'est vrai que d'un point de vue des organismes animaux et végétaux, il y a énormément de similarités entre ces microbiotes intestinaux et racinaires, notamment en termes d'apport, en termes de nutrition, de protection, de développement, etc. Et face à toutes ces similarités, on a même proposé le concept de l'holobionte. L'idée qu'on allait avoir une unité qui allait être formée par l'hôte et son microbiote, et une unité d'un point de vue fonctionnel, avec tout ce que ça va apporter aux organismes animaux et végétaux. Le problème, c'est que lorsqu'on étudie
ces systèmes, ces microbiotes d'un point de vue évolutif, on s'est aperçu qu'il y avait des différences fondamentales, notamment en termes de mesure de phylosymbiose, où finalement la conservation du microbiote est beaucoup plus importante chez les microbiotes intestinaux des animaux que dans les microbiotes racinaires des plantes. Et donc, finalement, ça, on peut l'expliquer aussi par des organisations fondamentalement différentes de ces deux types de microbiotes. Notamment dans le cas des microbiotes intestinaux des mammifères, on va plutôt avoir tendance à avoir des systèmes fermés, qui vont être fermés au sein de l'intestin des animaux, avec un contrôle très fort de l'hôte sur son microbiote, et finalement une influence assez faible de l'environnement extérieur sur le microbiote intestinal. On parle d'un écosystème tenu en laisse pour décrire ces microbiotes intestinaux. Et à l'inverse, dans le cas des microbiotes racinaires des plantes, on va plutôt avoir affaire à des systèmes ouverts, où on va avoir donc, les champignons mycorhiziens qui vont surtout tendance à être présents dans le sol, pas uniquement dans les racines des plantes. Donc finalement, le contrôle des plantes sur leur microbiote va être relativement plus lâche, plus restreint, et on va avoir une influence beaucoup plus importante de l'environnement sur la composition de ces microbiotes. Donc on a une sorte de réseau sous contrôle dans ce cas-là, dans le cas du microbiote racinaire des plantes. Et donc finalement, ces différences fondamentales d'organisation entraînent des phylosymbioses complètement différentes. Et d'un point de vue évolutif, on a des différences fondamentales entre les microbiotes intestinaux des animaux et les microbiotes racinaires des plantes. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier donc, tout d'abord mes directeurs de thèse, donc Hélène Morland, Marc-André Seles et Florent Martos, tous nos différents collaborateurs scientifiques avec qui on a travaillé sur ces différents projets, les membres des équipes donc à l'IBENS et à l'ISIEB, donc l'équipe INEVEF, et j'aimerais aussi terminer pour vous remercier à vous pour votre attention et pour l'invitation à présenter mes travaux aujourd'hui. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. Je pense qu'on a déjà plusieurs personnes attendant pour poser des questions. Alors, on a Bousson et Martine Bocara qui ont des questions. Oui, très bien. Elles sont écrites dans le... Elles sont écrites dans les chats. Ok, donc il faut, parce que, faut que j'arrête de partager mon écran. Moi, j'ai rien écrit. Oui, moi non plus. Alors, c'est mieux, peut-être les gens les posent la question. Oui, c'est peut-être mieux de poser à l'oral parce que j'ai pas accès aux questions écrites. Oui, moi j'étais étonnée, enfin j'ai trouvé assez formidable qu'on trouve des similarités dans le microbiote intestinal parce que dans les primates, parce que leur alimentation est quand même, enfin nous on a une alimentation complètement différente des singes. Et justement, je trouve ça assez extraordinaire. Bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors oui, on sait que en effet, l'alimentation va avoir un fort impact sur la composition du microbiote, mais pour autant, déjà l'alimentation a tendance à être conservée pour des espèces phylogénétiquement proches, donc on va déjà avoir un signal qui va être renforcé par cette conservation du régime alimentaire, mais finalement en fait le régime alimentaire il va pas influencer toutes les bactéries qui vont être présentes dans notre intestin, il va influencer qu'une petite fraction, enfin une moyenne fraction de ces bactéries. Et pour le reste des bactéries, on va quand même avoir des bactéries qui vont continuer à être transmises, même si on change complètement de régime alimentaire. Donc, alors, est-ce qu'on sait quel est le rôle de ces bactéries? Est-ce que, par exemple, comme vous avez dit au début, que ça pouvait avoir un effet sur le système immunitaire ou enfin, sur le système immunitaire? Alors oui, ça peut avoir un rôle sur le système immunitaire. Alors après, il n'y a pas forcément besoin que ce soit des bactéries qui sont transmises sur des échelles de temps très longues pour avoir un rôle sur le système immunitaire. C'est un peu un rôle de favoriser le développement du système immunitaire. Mais après, ça, c'est quelque chose où on a encore un peu de mal. Il y a beaucoup de bactéries, une grande diversité au sein des intestins rien que des primates. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore au stade où on peut dire qu'est-ce que fait chaque bactérie exactement. Donc ça, c'est des lignes de recherche qui sont amenés à être explorés.
parce que pour le coup, c'est vrai on sait qu'on a des bactéries qui sont transmises. Donc, par exemple, c'est le cas pour la bactérie Roseburia intestinalis, par exemple. On sait que c'est une bactérie qui est transmise, et vu qu'on sait que c'est une bactérie qui est transmise, on s'est intéressé à qu'est-ce que faisait cette bactérie au sein de l'intestin humain. Oui. Mais il y a plein de bactéries pour lesquelles on ne sait pas vraiment ce qu'elles font. C'est notamment, par exemple, le cas il y a beaucoup de protéobactéries, parce que tout ce qui va être firmicute, etc., on sait que c'est des bactéries qui sont fibrolytiques. Donc, on peut très bien comprendre le rôle que vont avoir ces bactéries dans l'aide à la digestion des aliments. Mais par contre, pour certaines bactéries comme les protéobactéries, il y a certaines espèces en particulier, c'est un peu plus difficile de savoir est-ce qu'elles vont vraiment contribuer activement à des fonctions chez l'hôte, ou est-ce que ça va plus être des fonctions indirectes comme l'aide au développement immunitaire, juste leur présence qui va induire un développement du système immunitaire chez les primates, par exemple. Donc, oui, alors, oui, parce que juste quelque chose que j'avais envie de vous poser, c'est savoir l'échantillon humain, vous l'avez pris à côté de l'endroit où vivaient les singes, ou bien vous avez pris des humains parisiens, ou je sais pas. Alors, donc là, non, mais je dis ça en rigolant, mais... Alors, dans ce jeu de données, donc, il y a à la fois des individus qui ont été échantillonnés en Afrique, et des individus qui ont été échantillonnés aux États-Unis. Donc, j'ai pas manipulé, j'ai récupéré déjà les données qui étaient déjà séquencées et disponibles en ligne. Oui. Mais là, pour le coup, il y avait un peu de diversité. Pour cette étude, c'est l'American Gut Project, donc c'est un projet collaboratif où c'était des Américains qui ont envoyé à séquencer des échantillons de leur microbiote. Donc là, pour le coup, c'est uniquement des individus. Des individus américains. Mais après, dans tous les cas, même si on sait que notre régime alimentaire actuel et l'industrialisation de notre mode de vie a tendance à avoir des influences significatives sur notre microbiote, on sait surtout qu'on a une diminution de notre diversité, mais on a quand même une partie de notre diversité qui va être conservée, de la diversité du microbiote des primates. Et on a quand même, quand on compare le microbiote humain au microbiote d'autres espèces de mammifères, on voit bien que le microbiote humain fait partie du microbiote des primates. On n'a pas un microbiote qui est un extra groupe qui n'a rien à voir avec les microbiotes des autres mammifères, dont les primates. Merci beaucoup. Et puis, je voulais vous féliciter aussi. Bien sûr, j'aurais dû commencer comme ça, hein. C'était magnifique, votre présentation. Merci beaucoup. Alors, on a des autres questions aussi? Lucie, tu lèves ta main? Oui. Alors moi j'ai plein de questions, merci. Et donc par contre je suis désolée parce que si ça se trouve t'as expliqué, mais comme je t'ai dit j'ai pas pu être là tout le temps. Donc par rapport à l'indice de Pagel en fait, Oui. c'est pour connaître un peu les limites, mais bon voilà tu l'as peut-être expliqué. Parce que moi ouais, ah bah si c'était à partir de là c'est bon, c'est que moi j'ai pu commencer à revenir. En fait, pour connaître les limites de cet indice, c'est-à-dire qu'après, tu le calcules pour toute la phylogénie des mammifères Oui. et les microbiotes associés, mais donc, est-ce que tu pourrais envisager en fait de l'avoir pour des sous-clades en fait? Alors oui, alors ça, je sais pas Et à partir de combien ça marche et à partir de combien c'est robuste en fait? À partir de combien de lignées, de branches Oui. ça commence à être robuste? Donc, alors en fait, on a tous ces modèles, on les a testés par simulation avant, et à partir de 20 espèces d'hôtes, déjà, on commence à avoir des résultats assez robustes. Donc, 20, c'est un peu le nombre classique d'espèces pour tout ce qui est méthode macroévolutive. En dessous de 20 espèces, ça commence à devenir un peu moins robuste. Et donc là, à partir de 20 espèces, ça marche bien. Et plus on augmente le nombre d'espèces, et mieux ça marche, bien entendu. Et donc à chaque fois, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait nos inférences sur les mammifères, tous les oiseaux, etc. Ou alors uniquement sur les ordres pour lesquels on a assez d'espèces, donc par exemple que les carnivores, que les chauves-souris, que les primates, etc. Et en fait, ce qui était assez robuste, c'est que les inférences étaient assez similaires. Donc en fait, on a vraiment, donc, par exemple, les matrices d'interaction entre les covariances entre les différents taxons bactériens sont similaires si on applique uniquement chez les chauves-souris ou uniquement chez les primates. Donc on voit qu'on a quand même un signal assez robuste qui sort de ces données. C'est pas trop sensible aux espèces qu'on a échantillonnées. Et justement, pour aller sur les matrices de covariance, alors bon, voilà, c'est peut-être été expliqué plus tôt, en tout cas, mais elles ont été calculées comment? Pardon, tu peux juste reprendre ce point?
Donc, Ah, j'étais alors, pas là. Ouais, donc en fait, ok. Donc, ouais. oui, c'est à ce niveau-là, en fait, on a nos matrices de covariance. Donc, on suppose qu'on a un mouvement brownien. Ok. Et derrière ce mouvement brownien, uniquement en fait avec les informations qu'on a, c'est-à-dire l'art phylogénétique transformé avec la transformation du lambda de Pagel et avec les abondances relatives au présent. En fait, on a développé un algorithme, c'est du Gibbs sampling, qui nous permet en fait, on suppose une variable latente qui est l'abondance totale et par espèce dot. Et grâce aux abondances relatives, à la variable latente qui est des abondances totales et la phylogénie des hôtes, on va inférer ces matrices de covariance. Donc, c'est vraiment avec les données au présent qu'on observe, on peut estimer ces matrices de covariance qui décrivent les évolutions et les interactions entre taxons. Et comment ça se passe justement par rapport à tous les réseaux de co-occurrence classiques qui sont faits sur des calculs de corrélation à partir des matrices d'abondance en fait? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Enfin, ouais. Ouais, alors en fait, Parce que dans l'interprétation, tu avais l'air d'aller exactement sur la même chose, genre quand c'est positif, c'est mutualiste, et quand c'est. Enfin, oui, oui, oui. Alors là, en fait, on se place à une échelle taxonomique chez les bactéries où on a surtout de la variation des abondances. On n'a pas trop de présence-absence. On voit que, par exemple, là, si on regarde en vert les protéobactéries, elles ont tendance à être présentes dans quasiment toutes les espèces. Donc finalement, en fait, là, on va vraiment mesurer des interactions qui sont liées, qui touchent les abondances. Alors que si jamais on faisait des tests de co-occurrence, ça serait plus présence-absence des bactéries. Donc ça serait plus des modèles d'évolution des interactions, de présence-absence des interactions. Nous, on est plus dans des modèles d'évolution des abondances ici. Donc on se place à des échelles taxonomiques assez hautes où finalement on n'a pas ce problème de certains taxons bactériens qui vont disparaître. et ouais, j'ai une question justement parce que là, oui, tu dis que vous mettez à une échelle assez haute, donc vous estimez que c'est stable. Quelles sont les critiques? Enfin, il peut y avoir des critiques en général justement sur. Vous avez pris un jeu de données publié, mais qui est c'est peut-être un échantillon du microbiome qui représente toute une espèce et ça représente pas la variabilité, par exemple, du microbiome tout au long de la vie d'une Oui. espèce, par exemple. Et ouais, voilà, est-ce qu'il y a des solutions? Alors là, en fait, pour le coup, on a uniquement conservé les espèces pour lesquelles on avait au moins 2 individus qui avaient été échantillonnés. Donc en fait, chaque barre ici, c'est une moyenne de plusieurs individus. Donc c'est minimum 2 et ça peut aller jusqu'à 20, 30, etc. si on a les données qui nous permettent d'aller jusque-là. Donc on a vraiment plus d'informations, on a plus d'un individu par espèce à chaque fois. Et la première étape, en fait, ça a été de voir est-ce que les microbiotes d'individus de la même espèce sont plus similaires que les microbiotes d'individus de différentes espèces. Et là, pour le coup, on a une forte spécificité d'espèces. Donc chez les mammifères, par exemple, 70% de la variation, c'est de la variation qui est expliquée par de la similarité intra-espèce. Donc il n'y a finalement que 30% de la variation qu'on ne peut pas expliquer par le fait pour des individus d'être dans la même espèce. Donc finalement, on a un fort signal des espèces dans la composition du microbiote. Donc ça, c'est des analyses un peu plus robustes. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que dans ce jeu de données, il y a une partie des individus qui étaient collectés en milieu naturel, donc en milieu sauvage, et d'autres qui étaient collectés dans les zoos ou dans les milieux donc un peu anthropisés. Donc on a fait tourner nos inférences à chaque fois quand on prenait que les individus en milieu naturel, que en zoo, par exemple. Et là, pour le coup, on a nos inférences qui sont toujours robustes. Donc ça nous montre quand même que on a une bonne caractérisation des microbiotes au présent qui nous permet d'extraire les patrons évolutifs. En fait. Ok, super. J'ai encore une dernière question, mais il y a Florent qui voulait peut-être intervenir. Non, il veut juste faire coucou. Ok, après, d'accord. Ma dernière question, c'est tout à la fin, quand tu fais justement la comparaison entre le sol versus, Oui. versus les microbiomes. Et c'est juste, c'était le passage sur les réseaux. J'ai pas compris. Désolée. Quand tu disais parce que les trucs sont parce que les champignons. Enfin, oui, ça j'ai. Non, encore avant, excuse-moi. Ah oui, le partage, c'est ça. Les réseaux. Juste celui-là. Oui, Oui. pardon. C'est allé un peu vite pour moi, je suis désolée. Est-ce que tu peux. Mais voilà, j'aime Ouais. beaucoup l'idée, mais par contre, j'aimerais bien la comprendre. En fait. En fait, donc
Oui, c'est vrai qu'il faut aller un peu vite sur les explications. Donc, on a peu de phylosymbiose, on n'a pas détecté beaucoup de phylosymbiose dans les microbiotes racinaires, et ce qui veut dire en fait qu'on a peu de conservation de la composition du microbiote sur l'échelle de temps évolutive. On a peu de signal pour des espèces éloignées ont finalement des microbiotes différents. Et ça, on l'explique par le fait en fait qu'il y a beaucoup de partage de champignons au sein des communautés locales. Et là, c'est ce qu'on voit via ces réseaux. On voit que on n'a pas une modularité. On pourrait s'attendre à avoir une modularité des réseaux avec des espèces d'hôtes, des espèces de plantes phylogénétiquement éloignées qui ont tendance à former des modules différents d'interaction. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas. On a des réseaux vraiment très connectés avec des espèces. Donc là par exemple, en bleu, on a des lycopodes. En rouge et en orange, on a des plantes à fleurs. Et on voit qu'elles sont très proches dans ces réseaux et qu'elles partagent énormément de champignons. Et ça, ce partage des microbes, en fait, avoir les microbiotes qui connectent des mêmes plantes, ça, c'est quelque chose d'assez spécifique aux microbiotes racinaires. Dans le cas des microbiotes intestinobactériens, on va avoir une spécificité qui est beaucoup plus forte. Par exemple, les espèces, donc les espèces microbiennes intestinales, en général, elles sont spécifiques à l'ordre de mammifères. Par exemple, les espèces que nous, on va avoir de bactéries au sein des intestins des primates, on ne va pas les retrouver chez les rongeurs, chez les carnivores, etc. Alors que dans le cas des plantes, on va avoir beaucoup plus de partage. Et pour moi, en fait, ça, c'est la différence majeure qu'on va retrouver dans ces microbiotes, entre les microbiotes intestinaux et les microbiotes racinaires. On ne va pas avoir la même dynamique de partage, la même organisation, qui fait qu'on n'a pas la même phylosymbiose à la fin. Je ne sais pas si c'était D'accord. Ouais, non, je vois, enfin, c'est vrai que moi, j'aurais un petit peu peur de faire des comparaisons de ce qu'on appelle une espèce de champignon versus... Enfin, bon, bref. Oui, Enfin, bon, au-delà de tout, ouais. des ETU. C'est vraiment des ETU. Ouais. Ou alors, Ok. enfin, les analyses ont été aussi faites à l'échelle des ASV. Donc, c'est plus les séquences, voir si elles sont partagées ou pas. Ouais, mais j'imagine que, enfin, mais parce que, bon, ensuite on va peut-être arrêter, j'écrirai par le suite, parce qu'entre du 18S et de l'ITS, j'imagine en plus les signaux, par contre, enfin bon, parce que tu as parlé, ouais, ça va être vachement différent quand tu vas construire enfin, que tu utilises un jeu ou un autre. Bon, allez, Oui. pardon, je vais passer Oui. la main. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. OK. On a d'autres questions ou pas? Oui, ici. Oui, voilà. Alors, nous, d'abord, Benoît, on voulait tous te féliciter. Tu vois, on s'est réunis pour t'écouter et on a vraiment adoré ta présentation. On a tout compris. Ouais. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, moi, j'avais une petite question parce qu'en fait, bon, on a beaucoup discuté de ces histoires ensemble. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que tu faisais un lien entre le patron cophylogénétique et la transmission verticale. En fait, je comprends que dans un sens, quand un système transmet verticalement, on s'attend à trouver un patron cophylogénétique. Néanmoins, j'ai eu l'impression que tu admettais la réciproque là, cette fois. C'est-à-dire que quand tu as un patron cophylogénétique, tu conclus à de la Ouais, non. verticale. Ouais. Je voulais savoir si en fait il y a d'autres situations dans lesquelles en fait tu penses qu'on peut avoir un patron cophylogénétique sans transmission verticale. Et du coup, ça pose la question d'une certaine façon est-ce que tu penses qu'on peut généraliser en fait Ouais, non, j'ai été rapide sur ces aspects-là. Et pour le coup, non, en fait, donc la réciproque n'est pas vraie. Et si on a un patron cophylogénétique, en fait, il faut faire quelques tests qu'on a fait à chaque fois pour voir est-ce que c'est bien la transmission verticale. Et notamment, c'est regarder est-ce que les temps de divergence sont similaires. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait des temps de divergence qui ne soient pas du tout similaires, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas eu des événements de cospéciation, mais on a plutôt eu des phylogénies qui sont similaires à cause d'autres processus. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est le cas de l'hétérogénéité géographique, parce que les barrières géographiques, par exemple, qui ont créé de la spéciation, donc on peut penser à l'écosystème, au système hawaïen, où on va avoir différentes îles avec différentes espèces. Et là, pour le coup, en fait, on peut penser que ce qui a créé des espèces chez les araignées peut aussi avoir créé des espèces chez les bactéries. On peut avoir les mêmes barrières à la spéciation. Donc là, pour le coup, il faut faire des tests supplémentaires pour regarder est-ce que le patron cophylogénétique qu'on observe ne peut pas être expliqué par uniquement un signal géographique en quelque sorte. Et ça, donc on a différentes méthodes qui nous permettent de tester ça. On peut faire des permutations, on peut regarder certaines estimations de certains paramètres. Et à chaque fois, donc, ce qu'on a démontré, c'est que les patrons cophylogénétiques qu'on observait ne pouvaient pas être liés
à uniquement du signal géographique, et donc on pouvait conclure sereinement que c'était vraiment de la transmission verticale. Mais oui, en effet, il faut à chaque fois faire ces tests derrière pour s'assurer qu'on a bien affaire à de la transmission verticale. Ok, d'accord. Merci. Super. Merci à vous. OK, je pense que si Martine Bocara n'a pas de questions, je pense qu'on a fini. Et merci à tous pour être ici et à la prochaine séminaire. Merci beaucoup. Merci encore Benoît pour une Merci. présentation très très bonne. Excellent.